voyage extraordinaire dans la science, faire entrer les sciences dans notre radio. Voyage extraordinaire dans les sciences, une codiffusion Radio Laser et le site web culturel breton unidiver.fr. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est donc un voyage extraordinaire dans le monde des sciences que nous invite cette émission aujourd'hui. Des chercheuses, des chercheurs de tous horizons y sont invités pour nous parler de leurs travaux, de leurs recherches, de leur enseignement, pour nous dévoiler leur motivation, leur cheminement, les rencontres qui les ont fait avancer, et tout cela avec la volonté de transmettre aux jeunes, aussi bien filles que garçons, de leur transmettre donc leur passion afin de susciter chez eux le désir de s'engager dans ces voies. Je suis donc avec Jean-Louis Coatrieux. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Félix. Homme de lettres, poète, romancier, essayiste, et c'est d'ailleurs comme ça que nous avons fait connaissance. C'est vrai. La littérature qui nous a fait nous rencontrer. Mais Jean-Louis, tu es aussi un homme de science de renommée internationale, puisque tu es reconnu pour tes travaux en imagerie médicale, en modélisation des systèmes complexes et intelligence artificielle. Je n'ai sans doute pas clos la liste. C'est toute une vie oui. de recherche. Donc, on a le temps de se promener un petit peu dans les disciplines et entre les disciplines. Ouais. Et on a vraiment eu des invités très variés. On a surtout, on a eu peu d'invités en sciences humaines, et c'est notre cas aujourd'hui puisque nous recevons Anne Gangloff. Bonjour Anne. Bonjour Félix. Anne Gangloff, qui est maître de conférences HDR en histoire ancienne à l'université de Rennes 2, et membre d'une unité de recherche, le CREA AAH UMR 65-66. Je suis désolé d'asséner tous ces sigles à nos auditrices et à nos auditeurs. On va sans doute éclaircir tout ça en cours d'émission. Nous allons parler de la fabrique des héros et des héroïnes, un sujet intriguant s'il en est. Alors, je dis des héros, je pense que c'est comme ça qu'on dit, mais j'ai l'impression qu'on dit des héroïnes. Je me trompe ou... Non, on dit bien des héroïnes, oui. Donc la règle n'est pas la même pour le masculin et le féminin, là. Comment non. Ça commence une mal. règle différente. Donc, vous allez nous parler de votre parcours de formation, de vos activités actuelles, et tout ça dans notre émission Voyage extraordinaire dans le monde des sciences, une émission de Radio Laser créée par Jean-Louis Coatrieux, donc diffusée par Radio Laser, évidemment, en collaboration avec le site web culturel breton Unidiver. Eh bien, Jean-Louis, je te laisse la parole. Oui, écoute, ça va être un plaisir, parce que effectivement, je disais à Anne tout à l'heure que notre premier invité est combien ami, André l'Espagnol, avait inauguré cette émission, et donc que c'est toujours un très très grand plaisir d'aller sur des territoires qui sont loin du mien, mais qui sont aussi passionnants, j'en suis sûr. Alors, l'idée, c'est dans cette émission, de s'adresser aussi aux jeunes, d'expliquer que les chemins qui nous mènent à un moment donné dans notre vie ne sont pas forcément tous écrits à l'avance, balisés, et que il peut y avoir des rencontres. Et alors voilà, donc pour vous, d'où êtes-vous parti, d'où venez-vous, qui a peut-être eu un rôle ou quoi dans votre chemin jusqu'à aujourd'hui. Racontez-nous. Alors moi je viens du nord-est de la France. J'ai longtemps vécu à Thionville, en Moselle. C'est là où j'ai fait mes études.
Et donc j'ai fait des études de lettres et de mathématiques. À l'époque, il y avait un bac qui était le bac A1 et qui était vraiment intéressant parce que ça permettait d'allier à la fois les mathématiques. Moi, j'adorais les mathématiques, mais moins les sciences appliquées, en fait, sciences physiques et sciences naturelles. Et les lettres, français, histoire, philosophie. Et après ce bac, je suis partie à Paris faire une classe préparatoire. Et je ne savais pas trop quoi faire, en fait, en arrivant en classe préparatoire. Donc j'ai pris toutes les options possibles. Géographie, grec ancien. J'avais fait beaucoup de latin, un tout petit peu de grec, mais j'étais pas encore spécialisée. Et puis, effectivement, mais comme vous disiez, j'ai rencontré une professeure assez extraordinaire qui s'appelait Jeanne Bertrand, qui était elle-même l'élève de Jacqueline de Romilly, et qui nous a enseigné le grec pour les débutants, et qui m'a vraiment transmis sa passion. Donc, comment elle a pu vous attirer comme ça vers le grec ? Qu'est-ce qui faisait le charme de ça au point de vous séduire complètement ? Alors, elle avait elle-même une personnalité assez charismatique. Elle était passionnée. Elle nous parlait beaucoup. En fait, toute sa vie était un petit peu baignée dans le grec ancien. Et elle nous parlait de Jacqueline de Romilly, elle nous parlait des auteurs anciens, un petit peu comme si elle les côtoyait tous les jours. Et puis en même temps, c'était quelqu'un de très très rigoureux, de très clair. C'était une très bonne pédagogue. Et c'est comme ça finalement que elle nous a permis quasiment de rattraper le niveau de ceux qui avaient étudié le grec depuis la 3e, depuis la 4e ou la 3e. Et je pense qu'elle a attiré pas mal de gens sur cette voie du grec ancien. Si je me permets une petite parenthèse, depuis que je fais cette émission, ça fait déjà quelques années, il m'arrive souvent de rencontrer des autrices, des auteurs, des scientifiques comme vous, des profs, et souvent à la question qu'est-ce qui vous a mis sur ce chemin, sur cette route, il y a une prof ou un prof. Alors, ça a été mon cas, c'est un prof qui m'a fait découvrir la littérature. Je voudrais qu'on rende hommage à tous ces profs charismatiques qui embarquent des étudiantes et des étudiants sur des voies qui n'étaient peut-être pas forcément évidentes au départ. Voilà, j'ai beaucoup rencontré de cas comme ça. Il y a un monsieur un tel ou une madame une telle qui a été prof. Alors pas forcément une prof d'université, c'est quelquefois des profs bien humbles d'un petit collège. Voilà, je te relaisse la parole. Non, mais je crois nous sommes en phase sur ces choses-là, pour l'avoir vécu moi-même aussi, avec des noms peut-être moins prestigieux que celui que vous avez cité. Mais qui étaient des hommes et des femmes fabuleux. Alors, on voit bien donc ce point de départ. Ensuite, les classes préparatoires sont des classes qui débouchent sur des examens, normalement. Vous avez choisi d'abord le second degré, d'aller dans une profession plutôt lycée. Vous avez passé votre agrégation ? Alors j'ai passé l'agrégation en lettres classiques, puisque j'avais choisi cette voie-là. Et après, je me suis inscrite en thèse, en doctorat, avec Simone Follet, une autre femme qui était vraiment remarquable, qui est décédée il y a quelques années, et à qui, j'en profite, je vous suis, je rends hommage. Et elle m'avait dit, il n'y a pas de problème pour une inscription en doctorat, mais il faut passer l'agrégation d'abord. Mais à ce moment-là, j'avais pas l'idée d'enseigner. Pourtant, vous êtes allée au lycée. Oui, tout à fait. Je suis allée au lycée. Et puis, je me suis rendu compte que ça me plaisait.
Mais c'était aussi une découverte parce que j'y suis allée, je veux pas dire à reculons, mais j'y suis allée parce que c'était la suite logique de l'agrégation. Une fois que vous avez passé l'agrégation, vous êtes nommé comme professeur. Et ce n'est pas évident d'avoir des années de congé d'études au début de la carrière. Et puis, je me suis rendu compte que ça me plaisait. Et donc, pour moi, l'idéal ensuite est devenu de devenir enseignante chercheuse, puisque ça me permettait vraiment d'allier les deux, l'enseignement et la recherche. Alors, c'est pas toujours facile Normalement, la recherche doit nourrir l'enseignement. Ça, c'est l'idéal. Mais je pense que ce sont deux volets quand même complémentaires dans la transmission. Que ce soit dans la recherche ou dans l'enseignement, il y a cette idée de transmission. On fait des recherches pour quelqu'un. On enseigne pour former les étudiants, pour les aider. Et c'est pour ça que c'est complémentaire. C'est vraiment le métier que je voulais faire. Alors dites-nous, parce que mener un enseignement en lycée et réaliser une thèse en parallèle, ça n'est pas évident. Et la thèse, de quoi il s'agissait de faire la thèse? Alors la thèse portait sur les mythes grecs, chez un auteur qui était un grec, mais qui vivait dans l'Empire romain, qui s'appelle Dion de Prusse, mais qui était surnommé Chrysostome, ce qui veut dire bouche d'or, et ce qui se rapporte à son talent d'orateur. Bon, il y a une version un peu différente au IVe siècle qui prétend que c'est parce qu'il avait mauvaise haleine qu'il était surnommé Bouche d'Or, par ironie. Mais c'est plutôt pour ses talents d'orateur qui étaient extraordinaires. Alors tu le connais toi, Félix? Alors non, moi c'est un autre Chrysostome parce que j'ai fait latin-grec aussi quand j'étais chez les curés, et donc il y a un Saint Jean Chrysostome plus tardif, puisque c'était un des pères de l'Église, je crois, ou je le connais pas spécialement. Mais oui, j'ai quelques traces encore de ce que j'ai appris pendant mes études secondaires. Donc Saint Jean Chrysostome, je sais pas. Oui, vous l'avez très bien présenté. Et effectivement, ils ont le même surnom à cause de leur talent d'orateur. Oui. À tous les deux. C'était vraiment des spécialistes de l'éloquence, de ce qu'on appelait la rhétorique. Mais le mien, en effet, on le date de la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, tout début du 2e siècle. Et c'est un polythéiste, il n'est pas du tout chrétien. Non, Saint Jean, là, ça doit être plus tard. Oui. D'ailleurs, il est saint, celui-là, alors. Mais oui, le talent rhétorique c'était ça. C'est assez rigolo, quand même, cette histoire de mauvaise haleine. Oui. Alors, vous avez passé cette thèse. Juste après la thèse, comment les choses se sont passées? Alors, juste après... En fait, pendant la thèse, j'ai donné des cours à l'université, mais c'était à l'origine une thèse en études grecques. Et à l'université, j'ai donné des cours en histoire ancienne. Par hasard, en fait. Là, c'était vraiment par hasard. Et ça a été pour moi une autre expérience. Parce que en enseignant l'histoire, tout d'un coup, les textes changeaient un peu de dimension. C'est comme si, en les plongeant dans le contexte, en fait, c'est comme si on ajoutait une 3e dimension. Pour moi, je les redécouvrais un petit peu. Et petit à petit, je me suis de plus en plus dirigée dans cette voie-là, en fait. Il fallait que je replace les textes dans le contexte. Donc j'ai commencé à choisir l'histoire. Et donc au début, j'ai cherché un poste à la fois en grec et en histoire. Alors j'ai commencé par un poste temporaire à l'université d'Angers,
ce qu'on appelle un poste d'ATER, d'attaché temporaire à l'enseignement et à la recherche. Ensuite, j'ai eu un autre poste temporaire, donc sur 4 ans, à Lausanne. Oui, alors là, on commence à voir les voyages. Voilà. À Lausanne, donc en Suisse, voilà, des voyages donc plus longs. Et puis, à la fin de ces 4 ans en Suisse, j'ai eu la possibilité d'avoir un poste fixe à Rennes. Alors, c'était là aussi une opportunité. En lien, alors je connaissais certains enseignants-chercheurs un petit peu de Rennes parce qu'on était dans le même laboratoire de recherche. Et je suis donc partie enseigner en Bretagne. Donc après cette parenthèse, en fait, j'ai oscillé entre l'Est vraiment et l'Ouest. Et finalement, vous regrettez pas l'Ouest? Non, pas du tout. Non. 95.9 FM, c'est Radio Laser. On parlait justement de votre laboratoire, là, le CREA, dont se moquait tout à l'heure Félix. Je ne me moquais pas, Jean-Louis, je ne me moquais pas. L'utilisation du logo, mais c'est pareil dans beaucoup de laboratoires. Oui. Chez nous, j'en ris aussi des fois. Alors, ce CREA est une grosse structure sur plusieurs sites. Et il a un spectre d'études très large. Oui, le spectre d'études est très très large et donc il y a à la fois, il laisse aussi le site de Nantes, le site de Rennes 1, Rennes 2 et puis le site du Mans. Et CREA, donc c'est l'acronyme de Centre de recherche en archéologie, archéosciences et histoire. À retenir. À retenir. Il y a donc surtout des archéologues et un petit nombre d'historiens, donc implantés à Rennes 2 et à Le Mans et un petit peu au Mans. Donc moi on est découpé en fait en plusieurs équipes de recherche, toujours multisites, selon des grands axes, des spécialités. Mon équipe de recherche, par exemple, c'est sur les cultures, la société, les identités. Et il y a d'autres axes, par exemple, sur les architectures, sur la mer. Les études qui y sont menées sont très variées. Ça porte sur la mer, sur les coquillages. Il y a beaucoup de travaux en archéologie sur ce qu'on appelle l'archéologie funéraire, c'est-à-dire les fouilles qui sont menées sur des tombes, sur le culte qu'on rendait aux morts, sur ce qu'on trouve à l'intérieur d'une tombe. Et ce qui est très intéressant, c'est que il y a des archéologues classiques et puis il y a des archéologues qui travaillent sur le climat, par exemple. Mais au 4e millénaire avant Jésus-Christ, dans la préhistoire, et qui là ont vraiment des outils de sciences dures. Quand on les entend parler, puisque quand on se rencontre, il y a des communications qui sont présentées et qui couvrent un petit peu tous nos objets de recherche. C'est très impressionnant parce que pour suivre complètement leur communication, il faut avoir des connaissances en sciences dures, en physique. C'est vraiment des gens qui sont complètement polyvalents. En archéologie, mais aussi en physique, finalement. Alors, on va pas pouvoir aller plus loin dans l'exploration de ce laboratoire, mais on aura d'autres invités qui viendront nous expliquer ce qui se fait dans cette grande maison. Nous sommes dans notre émission scientifique, voyage extraordinaire, bien sûr, dans le monde des sciences. Et nous recevons aujourd'hui Anne Gangloff, historienne, je veux dire ça, comme ça ira plus vite. Vous êtes titulaire de la chaire Jean Monnet. Donc Jean Monnet, je pense que les auditeurs ou les auditrices connaissent un peu ce nom, parce qu'il a été un acteur important au niveau de l'Europe.
Mais dites-nous, alors, cette chaire Jean Monnet, en quoi consiste-t-elle? Qu'est-ce qu'on fait quand on est titulaire d'une chaire? Alors, la chaire Jean Monnet, elle fait partie d'un programme, effectivement, qui est financé par le Parlement européen, qui s'appelle Erasmus+, et que les étudiants connaissent en partie parce que c'est un programme qui propose justement des échanges et la possibilité pour les étudiants d'aller passer une partie de leurs études dans des pays étrangers au sein de l'Europe. Alors Erasmus, je pense qu'effectivement il est connu comme ça. Mais oui. Erasmus+. Alors Erasmus+ propose des programmes de recherche qui ont une double perspective, donc toujours les étudiants, l'enseignement, la formation, et puis l'Europe. C'est-à-dire qu'il s'agit de faire connaître l'Europe, de diffuser des valeurs européennes. Donc il y a toute une série de programmes. Et la chaire Jean Monnet, c'est un petit programme particulier qui allie à la fois des heures d'enseignement et puis des activités de recherche, de diffusion de la recherche sur un sujet donné. Et ce sujet doit s'inscrire dans des axes européens. Donc là, mon axe portait sur des valeurs et sur la culture européenne, sur la transmission d'une culture européenne. Et mon point d'accroche, le point que je proposais, c'était celui de l'héroïsation, du processus d'héroïsation, parce que ça me permettait justement de faire le lien entre l'Antiquité, où le phénomène de l'héroïsation est très développé, notamment dans le monde grec, et puis l'Europe, l'actualité européenne, en posant la question de l'héroïsation. Est-ce qu'on peut fabriquer des héros européens? Est-ce qu'aujourd'hui c'est réalisable, donc des héros qui ne soient pas attachés à une nation, mais qui portent des valeurs européennes? Voilà, est-ce qu'on peut en trouver dans l'histoire? Alors, attendez. Cette chaire Jean Monnet, on peut l'obtenir en déposant un dossier. Donc, ça veut dire une sélection. Il y en a combien aujourd'hui de chaires Jean Monnet en Europe? Alors, vous avez une idée de ce nombre? Non, le nombre, je ne le connais pas exactement. Il y a à peu près, je connais un petit peu les chances de succès pour ce genre de dossier. C'est de l'ordre de 30%. Mais ce sont surtout des juristes ou des économistes ou des historiens pour l'époque contemporaine, des spécialistes en fait de l'histoire européenne qui déposent ce type de dossier. Et là, vraiment, la particularité de cette chaire, c'est pour ça que j'y suis très attachée, c'est qu'elle porte à l'origine, dans la base, elle porte sur l'Antiquité. Oui. C'est une chaire, donc c'est une institution scientifique de recherche, mais comme vous le présentez, est-ce qu'il y a un petit côté militant dans cette action, dans l'action de cette chaire, c'est-à-dire consolider, faire avancer l'idée d'Europe, là, que nous ayons des héros communs, ça peut resserrer les liens entre les pays d'Europe. Et est-ce que c'est un des buts, qui serait un but un peu militant, sans qu'il y ait de dépréciation de ma part dans ce terme? Oui, vous avez raison. Enfin, moi, je suis j'espère beaucoup dans l'Europe, comme nous sommes certainement nombreux à partager cette idée. Surtout, actuellement, je pense que c'est important. Et effectivement, ça repose sur une réflexion sur la possibilité, moins de construire des héros pour l'Europe, que de trouver des personnages qui aient à la fois une dimension héroïque et européenne, et qui vont susciter des discussions. C'est aussi par les discussions, je pense, qu'on va se rapprocher, parce que c'est vraiment très difficile de trouver, bien sûr,
une culture commune historique à l'Europe. Il y a plusieurs cultures communes. La culture antique en est une, mais il y en a d'autres, bien sûr. Parce que il y a aussi des dangers, bien évidemment, à ériger des héros comme ça, voilà, de fabriquer des héros. On connaît bien ces dangers. On a vu la récupération notamment de la culture antique et de l'héroïsation par le fascisme italien, par le nazisme allemand. Et ça aussi, ça fait partie de cette réflexion critique. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple concret, une figure comme Napoléon, il y a une héroïsation évidente, et c'est un personnage qui a une dimension européenne. Mais Napoléon, il est porté au nu, hein, il est héroïsé dans certains pays, en France par exemple, en Italie. Cette année, je suis allée en Toscane et j'ai vu à quel point il est apprécié. Pas seulement lui, mais sa sœur Elisa, qui a très bien gouverné la Toscane, qui a montré ses qualités politiques. Mais en Espagne, dans d'autres pays, en Pologne, Napoléon n'est pas apprécié. Et l'intérêt, là, c'est de pouvoir discuter, de montrer comment il est apprécié dans certains pays, moins dans d'autres. Et ça aussi, je pense que ça permet de construire cette culture européenne qui est diverse, en fait. C'est vrai qu'on a des grandes figures qui nous reviennent de nos leçons d'histoire chez nous, mais on peut se poser la question, effectivement, pour les autres pays européens. Ils ont aussi forcément leur grande, leur héros, leur héroïne. Donc il y a tout ce travail-là aussi à faire et qui se fait en parallèle de. Vous avez autrement dit des interlocuteurs ou des interlocutrices un peu partout en Europe sur cette question-là. Alors c'est plus là une des activités qui est encadrée par la chaire et qui est réalisée par des étudiants de Rennes 2, des étudiants qui passent les concours justement de l'enseignement, donc qui vont devenir enseignants, qui vont être amenés à transmettre aussi ce qu'ils ont appris, à former des élèves, et qui vont faire des fiches sur des personnages qui ont un lien aussi avec le programme du concours qu'ils passent, des personnages qui ont cette dimension européenne et qui ont été héroïsés. Ils vont les présenter et présenter un petit peu les discussions. Et ces fiches-là doivent être mises ensuite en ligne à disposition des enseignants. L'idée, en fait, c'était d'enseigner l'Europe d'une autre manière. Parce que actuellement, c'est très difficile d'enseigner l'Europe. Et dans les programmes français, en tout cas, l'Europe est surtout abordée par le biais institutionnel. Et c'est assez lourd à enseigner, hein. Tous les collègues historiens font un peu cette expérience. C'est assez austère et ça a du mal à passer. Donc c'était éventuellement d'aborder l'Europe par un autre biais. Et alors quand vous allez à Pise, par exemple, ou quand vous allez à Cambridge, alors je sais pas si c'est la Cambridge anglais, vous découvrez quoi dans ces personnes, dans ces héros qui sont de là-bas? Alors, par exemple, en Italie, est-ce que c'est quelqu'un comme Garibaldi? Je cite des noms, mais est-ce qu'en Angleterre c'est Churchill? Est-ce que oui, tout à fait. En Angleterre, le héros qui a aussi une dimension européenne, hein, c'est bien sûr Churchill, et qui est enseigné quand j'étais à Cambridge en Angleterre. Ma fille cadette a suivi les cours à l'école anglaise et elle était à l'équivalent en fait du CM1. Et elle s'est prise de passion pour Churchill, qui était enseigné de manière très très concrète, avec des films, avec comment construire un abri dans son jardin. Enfin, et effectivement, c'est une forme d'enseignement concret qui marche très très bien auprès des élèves.
un peu personnalisé en fait. Et en Italie, j'ai découvert donc Elisa, puisqu'en France, on connaît beaucoup mieux Pauline, la sœur de Napoléon, la séductrice, alors qu'Elisa était beaucoup plus discrète, mais c'était une femme politique. Et en Toscane, elle est vraiment appréciée. Et bien sûr, oui, c'est Garibaldi, le promoteur de l'unité italienne, mais qui est un héros plus national que... Oui, comme nous avons beaucoup aussi. Voilà, tout à fait. Et c'est un peu le problème des héros, c'est cette dimension nationale, propre au 19e siècle, et qu'il faut dépasser pour avoir des personnalités vraiment européennes. Oui. Alors, on repère ça. Moi, je suis un italophile assez... peut-être un peu exagéré. Avéré. Et quand on visite une ville, évidemment, on n'échappe jamais à la Via Garibaldi ou Via Cavour. Et Cavour aussi, mais peut-être plus européen, lui. Je ne sais pas. Oui. Bon, petite parenthèse. Mais alors vous travaillez quand même beaucoup sur des héros de l'Antiquité, ou des héroïnes d'ailleurs. Dans les noms que j'ai repérés dans vos articles, j'avais l'impression qu'il y avait plutôt des hommes. Est-ce que dans l'Antiquité, on n'a pas eu d'héroïnes ? Alors, c'est un peu compliqué parce que donc dans l'Antiquité grecque, là où on a les vrais héros et héroïnes, qui sont vraiment des personnages qui ont un culte divin et constituent un petit peu... ce sont des divinités, mais des divinités inférieures à des grands dieux comme Zeus, par exemple, ou Héra. Ce ne sont pas les dieux du grand panthéon. Mais ils jouaient un rôle très important, local. Et dans ces héros... eh bien, il y a un très petit nombre d'héroïnes. Donc, finalement, dès l'Antiquité, les héroïnes femmes posent problème. On a du mal à les fabriquer. Et ces héroïnes, elles se distinguent des héros parce que le culte qu'on leur rend les rapproche des nymphes. C'est différent du culte qu'on rend aux héros masculins. Dans le monde romain, normalement, on n'a pas de héros, on a des dieux. On a des hommes ou des dieux, pas beaucoup d'intermédiaires. Quelques rares hommes qui ont été divinisés, qui sont l'équivalent des héros grecs, comme Romulus, le fondateur de Rome, par exemple. Et très peu de femmes qui sont dans ce cas-là. On a des personnages de grandes femmes. Alors, on ne parle pas trop de grandes femmes parce que ça évoque une femme qui a une taille. On parle de grands hommes, mais pas de grandes femmes. Oh, les grands hommes ont souvent été petits. Oui, Napoléon. Oui, tout à fait. Dans plusieurs sens, d'ailleurs. Oui. Oui, ça arrive aussi. Et on a des personnages de femmes qui ont eu des rôles importants. Par exemple... la mère des Gracques. La mère des Gracques, elle était très importante, d'abord parce que c'était une aristocrate, elle venait d'une famille importante, et c'était vraiment la matrone dans toute sa splendeur. Elle a eu une statue. C'est la première à avoir une statue à Rome. Les Gracques sont des hommes politiques qui ont joué un rôle important dans la République romaine. Voilà, donc on connaît certaines femmes, mais pas divinisées comme ça. Mais dans d'autres pays, parce que là on est quand même dans le sud de l'Europe, avec l'Italie et la Grèce, mais dans d'autres pays beaucoup plus nordiques, par exemple, est-ce qu'ils avaient aussi des héros? Et là, peut-être, plus d'héroïnes? Alors, je connais moins bien la mythologie nordique, mais je pense que c'est pareil, hein. Il doit y avoir la même surreprésentation des héros par rapport aux héroïnes, qu'on trouve aussi actuellement. Hein. C'est un peu... Et finalement, dans toutes les périodes historiques. Ça me fait penser
aux légendes qui existent chez les Amérindiens, où souvent, justement, il y a de grandes figures un peu magiques, hein, mais aussi des proportions de femmes qui n'est pas négligeable. Et donc là, on sent le déséquilibre. Alors bon, c'est une période très ancienne, mais peut-être qu'aujourd'hui, on pourrait avoir des surprises aussi, si on regardait ça de manière précise. Alors, j'avais cité quelques noms tout à l'heure. Ça m'avait frappé parce que ce sont des noms que je ne connais pas. Je n'étais pas surpris, évidemment, que Félix en connaisse beaucoup plus que moi. Mais c'est vrai que Euripide, Homère, Héraclès, tout ça me disait quelque chose. Mais Ménandre le rhéteur, par exemple, Diotogène, sont des gens qui, visiblement, n'ont pas été détectés dans mes lectures du primaire ou du secondaire. Et puis je plaisantais un petit peu avec vous en disant, mais vous vivez avec vraiment tous ces gens-là au quotidien? Alors j'ai beaucoup vécu surtout avec Dion de Prusse, puisque j'ai fait ma thèse avec lui et que je continue régulièrement à travailler sur lui. Et vraiment là, je connais très très bien tous les discours qu'il a écrits. Les autres noms que vous mentionnez, Diotogène et Ménandre le rhéteur, ils sont effectivement inconnus et c'est tout à fait normal parce qu'on ne sait quasiment rien d'eux. Diotogène, c'est l'auteur de traités philosophiques qui s'inscrivent dans la veine pythagoricienne. De Pythagore, qui était un très grand sage à moitié légendaire, qui est censé être le fils d'Apollon, et qui était un philosophe qui a inspiré Platon. Et ce Diotogène, on ne sait rien du tout de lui, si ce n'est que Diotogène, c'est un nom inventé. Et Ménandre le rhéteur, c'est la même chose. On lui attribue des traités, mais on n'est pas sûr qu'il ait écrit ces 2 traités de rhétorique qu'on lui attribue. Donc là, ce sont des énigmes, en fait, de l'Antiquité. Et c'est vraiment intéressant de travailler là-dessus, notamment sur Diotogène et les autres spécialistes aussi de cette philosophie-là. Parce qu'on n'arrive pas à situer leurs œuvres dans le temps, on ne sait pas à qui c'était adressé. Là, il y a encore vraiment des pistes à creuser et des dossiers à éclairer. Alors, l'exploration de ce monde-là va continuer. Hein. Tu as compris, Félix? Oui, j'espère bien, mais c'est passionnant. 95.9 FM, c'est Radio Laser. Je voudrais quand même rappeler aux auditrices et aux auditeurs qui nous rejoignent maintenant que nous sommes avec Anne Gangloff et nous parlons de la fabrique des héros et des héroïnes en Europe. C'est dans le cadre de notre émission scientifique avec Jean-Louis Coatrieux. Alors, cette fabrique... parce que fabrique, ça a un sens très fort. C'est une volonté sociale de créer ça, une volonté d'identification nationale qui se trouvait déjà à cette époque-là et qui s'est prolongée jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors c'est vraiment l'hypothèse de départ, qui est à la base de la chaire Jean Monnet. Depuis l'Antiquité et jusqu'à nos jours, on fabrique des héros, on héroïse, et ça repose effectivement sur la volonté d'une communauté. Pour qu'il y ait un héros, il faut qu'il y ait un groupe social suffisamment grand qui reconnaisse telle personne comme héros, qui lui attribue en fait des valeurs héroïques, qui le juge courageux, intelligent, intègre, extrêmement fort, beau. Il y a différentes valeurs qu'on lui reconnaît. Et il y a aussi différentes formes de reconnaissance qui vont le faire entrer dans les mémoires.
Ça, c'est important. Un héros, c'est quelqu'un qui est vraiment reconnu et qui est aussi reconnu dans le temps. D'où le problème actuellement de fabriquer des héros dans la durée. Et dès l'Antiquité, par exemple, une grande figure de héros, c'est le héros qui a fondé une cité. Et la cité, à sa mort, lui érige un tombeau dans le centre de la cité, ce qui normalement est interdit. Hein. C'est une souillure religieuse. On sépare les morts et les vivants, aussi bien dans le monde grec que dans le monde romain. Mais là, pour le fondateur, on fait une exception. On lui construit un tombeau sur l'agora, la place publique, et on lui rend un culte. Dans le calendrier, chaque année, il y a une fête inscrite en l'honneur du fondateur. On fait un sacrifice, on peut faire aussi des concours. Voilà, on accomplit différents rites, répétés chaque année, qui vont perpétuer la mémoire de ce héros. Et l'idée de rite, on la conserve aussi actuellement. Dans les commémorations, par exemple, quand on dépose une gerbe de fleurs sur une plaque ou devant un monument aux morts, on retrouve cette idée de répétition. Mais cette fabrique a évolué dans le temps, depuis l'Antiquité jusqu'à maintenant. Il y a des périodes qui pourraient être caractérisées, que vous pourriez nous expliquer, je sais pas, Moyen-Âge, par exemple, qui était une période quand même plutôt obscure. La Renaissance, est-ce qu'il y a eu des procédés de fabrique qui ont été caractérisés dans différentes périodes? Oui. C'est peut-être une question difficile. Hein. Oui, tout à fait. Alors, j'ai déjà un petit peu parlé donc, du monde grec. Dans le monde romain, c'est différent puisque les héros, ce sont plutôt des gens vivants, ou alors après leur mort, ils sont divinisés. Et dans l'Antiquité, à la fin de l'Antiquité, en fait, 4e, 5e siècle, il y a un passage de transition entre la figure du héros et la figure du martyr et du saint. Donc l'héroïsation prend une nouvelle forme, une forme qui est chrétienne. Et c'est sans doute la forme d'héroïsation la plus connue, à côté des formes d'héroïsation politique, autour notamment des figures de grands souverains. Alors, après, je fais un peu des bonds dans le temps, mais il y a une autre période qui est très intéressante. C'est au moment... la période qui entoure un petit peu la Révolution française, les philosophes des Lumières, donc le XVIIIe siècle, il y a toute une réflexion sur la figure du héros. Dans l'encyclopédie, par exemple, il y a des philosophes comme Voltaire qui s'opposent à la figure du héros en disant « mais un héros, c'est quelqu'un de brutal, c'est surtout un héros guerrier ». Ce qu'il faut mettre en avant, c'est la figure du grand homme. Le grand homme, au contraire, il va faire progresser, il marche, il fait évoluer le pays vers la vertu. Et donc on oppose cette figure du grand homme à celle du héros. Et c'est celle qu'on retrouve dans le panthéon aux grands hommes, méritants de la France. C'est les grands hommes, c'est ce qui nous reste un petit peu actuellement. Mais de manière plus générale, depuis une vingtaine d'années, on voit revenir dans la presse, pas seulement française, mais en Angleterre, c'est international, on voit revenir vraiment le terme de héros et de héroïne. Et actuellement, il y a un besoin d'héroïser, je pense un besoin d'avoir des héros, des héroïnes, et aussi une difficulté de les fabriquer, de manière à ce qu'ils durent dans le temps. Mais la fabrique évoque aussi un processus qui n'est pas forcément éthique. On peut fabriquer du faux, quelque part.
Donc, comment cet aspect-là arrive dans le paysage, ou peut arriver dans le paysage? Alors là, c'est quelque chose qui est vraiment compliqué. Une fois qu'il y a eu héroïsation, je pense que ce qu'on obtient, on a du mal à le distinguer du vrai et du faux. Je pense que les critères sont surtout ceux de la durée. Actuellement, c'est mais la durée surtout qu'on maîtrise. Évoque aussi des gens qui vont maintenir cela dans le temps. Donc, ça n'est certainement pas simple. Oui, en même temps, il y a des remises en question, parce que quand on pense par exemple à Vercingétorix, qui est sans doute qui n'a jamais existé, probablement, mais si. Qui sait? Si, il a vraiment existé. Mais bon, c'est que beaucoup quand même les historiens de la Troisième République qui l'ont héroïsé. Alors, dites-nous quand même, parce que moi j'étais persuadé que c'était une invention pure et simple, et alors je me trompe. Il a tout à fait existé. C'était effectivement un chef, Arverne, qui a déclenché la grande révolte de la Gaule, qui a un peu interrompu la conquête de la Gaule de César, qui jusqu'alors allait très très bien, au début des années 50 avant Jésus-Christ. Et il y a eu le grand siège d'Alésia, qui a été la défaite de Vercingétorix, qui a mis fin à la révolte. Vercingétorix a été capturé, emmené à Rome. César l'a laissé croupir dans une prison infecte, l'a montré en triomphe et puis l'a éliminé. Et c'est la raison pour laquelle on s'en est emparé comme vraiment de la grande figure de résistance des Gaulois face à l'envahisseur romain. Tout à fait, vous avez raison, la Troisième République, c'est nos ancêtres les Gaulois. C'est vrai, bon, que César en a parlé dans le livre, c'est comment La guerre des Gaules, je n'ai plus le titre en latin, mais je sais pas, moi j'étais persuadé que c'était un nom comme ça, mais... oui, parce qu'autour de lui, il y a une légende. Oui. Il y a une légende... Vercingétorix avec son cheval blanc, mais on ne sait pas du tout de quelle couleur était son cheval. Et donc, effectivement, on peut douter de tous ces éléments légendaires. C'est le propre des héros. Effectivement, il y a une partie affabulation. Alors, peut-être c'est de ça dont vous parliez à propos de faux. Peut-être que ça prend une dimension, des fois, qui n'est pas... totalement fidèle à la réalité, en fait. Tout simplement parce que on augmente, en quelque sorte, la figure. On cherche à la rendre encore plus belle, quoi. Mais alors, j'ai découvert aussi que vous organisiez des nocturnes de l'histoire, et que, donc ça va nous donner 2 exemples, puisque au cours des dernières nocturnes, il y avait 2 figures qui étaient mises en parallèle, Jules César et Simone Veil. Là, on est d'une part proche de nous, et puis on retourne sur votre territoire préféré. Alors, ce parallèle-là, comment il a été fait exactement ? Alors, c'était vraiment la volonté, justement, comme vous le dites, de mettre en parallèle l'Antiquité et puis, de nos jours, en Europe, puisque Simone Veil est particulièrement dans l'actualité, c'est une actualité très, très récente, et la volonté aussi de mettre en parallèle un homme et une femme, et donc de discuter la question de l'héroïsation féminine. Alors, pour César, il est intéressant parce qu'il s'est héroïsé, vraiment, et héroïsé en partie lui-même, en partie ses contemporains, mais de son vivant, il a déjà eu des éléments de culte divin. Et c'est d'ailleurs ce qui a entraîné son assassinat. C'était un culte tellement poussé que les autres sénateurs ne
pouvait pas accepter ça, non. Et c'est un personnage qui a vraiment une dimension européenne parce que il a entrepris un peu la conquête de la Bretagne, il est parti aussi un peu en Germanie quand il a fait sa conquête de la Gaule. Mais néanmoins, alors c'est là où on revient sur la dimension critique que je trouve très importante. Le conférencier Christophe Badel, qui en a parlé, a bien expliqué que c'est difficile de le faire apparaître comme un héros européen à cause du césarisme qui désigne maintenant le nom d'un régime basé sur une personnalisation des pouvoirs, et notamment le fascisme italien. Mussolini a érigé César comme un modèle. Donc voilà, il y a cette dimension aussi critique, donc ça c'était vraiment intéressant. Et puis, Simone Veil, c'est quelque chose de très différent. Alors, elle peut apparaître comme une héroïne européenne. Elle était vraiment complètement engagée dans l'Europe. Et l'Europe, c'est peut-être aussi un espace qui s'est ouvert justement aux femmes. Quand les institutions européennes ont été créées, elles étaient nouvelles et peut-être plus ouvertes aux femmes que les institutions traditionnelles nationales. Et donc Simone Veil et d'autres s'y sont engagées. Elle était la première présidente du Parlement européen. Et à côté de ça, Simone Veil, bien sûr, on la connaît parce que c'est une survivante des camps de concentration. C'est aussi une femme, alors sans être féministe, elle s'est quand même engagée sur la condition des femmes dans les prisons. Elle a porté le projet de loi sur l'avortement en 1975, et là aussi, elle a dû lutter à l'Assemblée. Donc c'est vraiment une figure de combattante. Et je pense que la figure de l'héroïne qu'on a en France et ailleurs, elle est liée à cet aspect de combattante. Et ce que disait Christine Bard, qui est une historienne spécialiste d'histoire du genre, c'est que peut-être, en tout cas elle a posé la question, l'héroïsme féminin, c'est une espèce de super-héroïne qui aborde plein de domaines, survivante, résistante, féministe, ouverte à l'Europe, qui a mené plusieurs combats politiques possibles. Elle se demandait si l'héroïsme féminin existait en dehors de cet aspect, encore une fois, multitâche, qu'on attribue souvent aux femmes. Alors, je ne sais pas trop. C'est intéressant cette idée, parce qu'on retrouve ça un peu pour Marie Curie, qui, je pense aussi, est une héroïne européenne. Et c'est pareil, pendant la Première Guerre mondiale, elle est au front. Tout de suite, ces recherches sont menées en parallèle, comme vos recherches à vous, avec les recherches de médecine. Et donc, pendant la Première Guerre mondiale, elle travaille au service de radiologie, elle s'implique pour soigner les blessés. Elle a aussi donc plusieurs dimensions. C'est la première femme à entrer à l'Académie de médecine, à être professeure à la Sorbonne. Mais quelqu'un comme Jean Monnet a aussi cette dimension multi-activité. Donc c'est peut-être aussi un débordement d'énergie qui caractérise aussi la figure du héros. Et ce héros ou cette héroïne doit avoir quelque chose d'universel. C'est-à-dire que je pense que sous certains régimes politiques, vous avez abordé le cas de Mussolini, mais actuellement encore, peut-être que des personnes, je pense que pour certains Espagnols, Franco est un héros, ou pour des Chiliens, Pinochet peut être un héros, et pour d'autres Espagnols ou d'autres Chiliens, ce sont des anti-héros, ce sont des repoussoirs. Alors, est-ce qu'il faut que le héros plaise à tout le monde, pour le dire simplement? Alors ça, c'est vraiment une question qui est très très importante, à mon avis, et qui fait vraiment l'objet justement d'enquêtes héroïques. C'est voir aussi,
d'enquête historique, c'est voir la réception de ces grandes figures un peu universelles et qui évoluent dans le temps. Parce qu'on leur attribue aussi différentes qualités selon l'époque, selon la société. Nos valeurs évoluent et à chaque fois qu'on a des héros, on leur attribue des qualités un petit peu différentes. Mais je pense que la figure de héros est souvent très ambivalente. Et ça, c'est quelque chose qui est présent dès l'Antiquité. Et c'est vraiment quelque chose de fondamental. Alors, il y a une petite anecdote dont je peux très rapidement parler. Alors, c'est un des héros qu'on connaît, qui est un athlète, qui s'appelle Cléomède, qui vient d'une petite île d'Égée et qui remporte les concours olympiques. Donc c'est un héros de l'époque archaïque, mais donc qui gagne, mais qui tue son adversaire et qui donc ne remporte pas la victoire. C'est-à-dire c'est le vainqueur, mais on refuse de lui reconnaître le titre de champion. Donc il rentre dans sa cité et il est tellement furieux qu'il passe sa rage sur la colonne d'une école. Et la colonne est brisée à cause de sa force absolument phénoménale qui l'avait fait aussi tuer son adversaire. C'était une épreuve de lutte. 60 élèves sont tués. Et donc les habitants de sa cité, furieux, le poursuivent. Il se réfugie dans un temple. Il rentre dans un coffret. Il se cache dans ce coffret. Et quand les habitants de la cité pénètrent dans le temple pour le tuer, ils forcent le coffret et le coffret est vide. Donc ils vont voir l'oracle de Delphes, qui à l'époque était une très grande autorité religieuse sur tout le monde grec. Et ils demandent comment ils doivent comprendre ce qui leur est arrivé et ce qu'ils doivent faire avec cet athlète. Et l'oracle leur dit « C'est le dernier héros en date, vous devez lui rendre un culte ». Et donc les habitants de cette cité, quand ils rentrent chez eux, ils lui rendent un culte qui durait encore au IIe siècle après Jésus-Christ, un culte très très long. Mais à l'époque, quand ils instituent ce culte, ils le vouent à quelqu'un qu'ils haïssent, qui a tué leurs enfants. Et dès l'Antiquité, les héros ne sont pas forcément des gens gentils, bons. À ce moment-là, un héros, c'est quelqu'un qui a une force fabuleuse, en fait, une énergie extraordinaire. C'est ça qui compte plus que d'autres critères. À d'autres moments, le critère de bonté a été plus important. Donc ces valeurs évoluent. Mais ce sont des gens ambivalents, qui ont de tels pouvoirs, qui sont si extraordinaires, qu'on a du mal, en fait, à les intégrer quelque part dans la société. Donc je pense que cette ambivalence, elle est fondamentale. Et elle existera encore aujourd'hui, alors ? Oui, tout à fait. 95.9 FM, c'est Radio Laser. Il y a quelques points quand même sur lesquels c'est important d'interroger Anne. Il y a un projet en cours ? Oui, en dehors de la chaire, parce que la chaire se termine l'an prochain, je crois. La chaire, elle va se terminer en août 2024. Oui. Alors, un autre projet qui est plus de creuser, en fait, dans l'Antiquité, toujours ce processus d'héroïsation. Comment on fait pour construire un héros. Voilà. Et d'accord. Voilà, ça c'est le projet qui vient. Et il n'y a pas d'ouvrage non plus collectif, parce que dans votre discipline, en fait, le résultat de vos travaux, sont souvent des livres. Il y a des colloques, bien sûr, avec des suites d'articles, mais il y a souvent aussi des ouvrages. Des livres, de vrais livres, je veux dire. Non ? Si, le prochain livre, alors qui dépend de la chaire Jean Monnet, il va être tiré d'un colloque qui aura lieu fin janvier à Rennes, sur succès et échec de l'héroïsation, de l'Antiquité jusqu'à l'actualité européenne. Donc justement, on va reparler de certaines des questions sur est-ce qu'il y a des époques où on héroïse plus que d'autres. Ce sera aux presses universitaires de Rennes ? Tout à fait, oui. Oui. Donc il y a deux repères là qu'on vient d'évoquer, Félix. Les Nocturnes de l'Histoire,
qui sont ouvertes au grand public. Oui. Et puis donc le prochain ouvrage aux presses universitaires de Rennes. Alors, il y avait comme deux petits points. Est-ce que vous avez un rêve que vous aimeriez partager ? Je pense que comme beaucoup, ça c'est, je pense, un souhait universel, peut-être trouver un héros de l'écologie oui. Actuellement, mais autrement non, pas de rêve particulier qui me vienne à l'esprit. Et alors un message pour les jeunes, puisque le Félix le disait, l'émission elle est pour tout le monde bien entendu, mais aussi pour les jeunes. Leur montrer que d'une part les portes ne sont jamais fermées quand on peut se passionner pour quelque chose, et puis dans le métier dans le monde de la recherche qu'il y a plein de choses encore à faire et que ce monde-là peut aussi ouvrir ses portes aux jeunes. Alors là, on est dans un sujet très très particulier. Faut-il leur dire que l'Antiquité, c'est demain ? Alors, je pense que l'Antiquité, oui, bien sûr, va continuer. Il y a encore donc des dossiers à aborder, des énigmes à résoudre, et puis encore des liens à faire entre l'Antiquité et le temps présent. Et je pense que de manière générale, étudier une question qui a eu lieu dans l'Antiquité et qu'on retrouve à l'heure actuelle, c'est un très bon moyen de revenir ensuite à ce qui se passe au temps présent et de mieux le comprendre. Il me semble que ça, c'est très important. Si on n'a pas de passé, effectivement, il y a pas d'avenir, que ce soit un passé antique ou une autre période. Je pense aussi que pour la question de la carrière, c'est vraiment très important d'être passionné et que la carrière, c'est rare que la carrière soit une longue route pavée de roses. Ce sont souvent plutôt des chemins qui bifurquent et on avance souvent par le biais de rencontres. Donc il me semble que si il y a un désir de faire de la recherche, il faut essayer, il faut s'y lancer, et qu'effectivement là on est dans une période où on a de plus en plus besoin de chercheurs, que ce soit en sciences humaines, notamment pour les grandes questions sur l'environnement. Là, je vois beaucoup de collègues qui travaillent sur les rapports de l'homme à l'environnement, y compris dans l'Antiquité, dans toutes les périodes historiques. Et puis, beaucoup besoin de chercheurs dans d'autres sciences, les sciences dures, bien sûr. Je pense que c'est vraiment un moment où on va avoir de plus en plus besoin de la recherche. Donc il faut effectivement s'y lancer. Merci beaucoup, Anne. Merci à vous. Merci, vraiment. Nous ferons paraître sur le site de la radio le podcast qui reprendra en intégralité cette émission et un certain nombre de références auxquelles nos auditrices et nos auditeurs pourront se référer. Merci beaucoup, Anne. Merci Jean-Louis, merci à nos auditrices et à nos auditeurs et au prochain voyage au pays des sciences. Voilà, merci beaucoup Anne et vraiment c'était super de vous avoir et de nous faire découvrir votre monde qui est aussi le nôtre. Oui. Encore merci à vous.